Moi, j'ai des sujets, mais c'est des sujets dont j'ai pas envie de parler. Pour commencer, là. OK. J'ai pas envie de parler des élections américaines. Non, c'est peut-être mieux pas. J'ai pas envie de parler de ça. Il va y avoir le temps, c'est le temps de la renommée. On pourrait parler de ça. On va en parler. Êtes-vous déjà allé? Comment ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est un souper? Je sais, moi, j'ai vu des discours, là, fait qu'il y a des discours, mais... En fait, c'est un week-end. C'est un week-end? Oui, mais c'est un week-end de célébration, de festivités, Je savais pas qu'on avait commencé. Non, ça, c'est bon signe, ça. Ça veut dire que c'est réussi. Ouais. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Excuse-moi, continue. Tant que ça m'arrive pas à moi. Puis il y a un gala le lundi soir où les gens qui sont admis au Panthéon font leur discours et tout ça, et où les membres de la presse ne sont pas admis. Ah! Faut que tu regardes ça de l'extérieur. En tout cas, moi, quand j'ai couvert des cérémonies, c'était comme ça. Mais c'est ça. C'est un week-end de célébration. L'ensemble de la cérémonie n'est pas télédiffusé. Là. Fait que tu regardes ça sur un moniteur. C'est télédiffusé? L'ensemble de la cérémonie? Ah ouais? Genre d'affaires, j'aurais dû savoir. Mm-hmm. Ben, c'est parce que ça te passionne. Ça puis le match des étoiles. Je n'ai pas manqué un. Non, je comprends. Dans les 20 dernières années. Pas un. OK. Et puis, est-ce qu'on mange? C'était ça. Est-ce qu'il y a à manger? Pas à ma connaissance. pas pour les journalistes, en tout cas. Moi, je suis jamais allé. T'es jamais allé? Non, Non. aucune idée. Bon, puis tu as une anecdote? Je sais pas, tu arrivé de quoi quand tu étais là? Non, les gens ont accepté... On fait des discours qui ont accepté. C'est la personne qui a dit... la personne qui a lancé son moi, trophée. je refuse. Je refuse l'entrée, l'accès au temple. C'est un coup à la Marlon Brando, tu sais, comme qui avait refusé son Oscar. Ah, tu vois, moi, je pense plus à Céline, qui avait refusé son Félix de l'artiste en anglais. Je pense à Guillaume Lepage qui avait lancé le Félix de Richard Desjardins, mais ça, c'est pas la même affaire. Non. Mais Marlon Brando qui refuse son Oscar, ça me dit rien? Oui, absolument. Puis, oui, c'était, je crois que c'était pour Le Parrain en 1972. Des années... Puis, oui, il avait envoyé une représentante des Premières Nations. Ah oui? Oui, pour faire une déclaration à sa place. Puis, est-ce que ça avait rapport avec... la diversité, l'inclusion, le respect des premiers peuples, des affaires de même? Oui. En 72? Oui. Comme quoi, hein? On a fait du chemin. Hein? Quand tu regardes ce qui s'est passé cette semaine, je sais pas de quoi tu parles. a fait du chemin. OK. Toujours pas d'anecdote de ta fois que tu étais au... Non, écoute, ça n'a pas passé. Là. Si jamais je fais une biographie pour raconter ma carrière un jour, je pense... Il n'y aura pas de chapitre sur... Je pense pas qu'il va y avoir de chapitre sur mon passage. Mes couvertures T'as-tu écrit des livres, toi? Hein? T'as-tu écrit des livres? Oui, quelques-uns. Une coupe, comme on dit. OK. Aujourd'hui, le modèle des Devils, l'héritage de Shea, c'est clin d'œil, ça, parce que Shea, il entre au temple de la renommée. Oui. Avec d'autres, là, mais il y a lui. Et le hockey junior canadien n'est pas sorti de l'auberge. C'est tellement hockey, épisode 352. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH et cinéphile averti, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et votre chroniqueur principal au service des sports, mesdames et messieurs, j'ai nommé Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Le monde me demande si je suis concerné ou... Inquiet. Je suis inquiet. Honnêtement, comment qu'on joue, je suis pas inquiet, ça va tourner. Je t'inquiète un petit peu pour la confiance de certains joueurs, mais c'est correct, on va travailler là-dessus. Mais côté collectif, je suis pas inquiet. Martin Saint-Louis, après la 121e défaite du Canadien cette saison, non. C'est quoi, 5? 5? Quoi, de suite? 3? De suite, c'est le cinquième match de suite. C'est ça, cinquième défaite consécutive. Ouais. C'était contre les Devils au New Jersey, jeudi soir. Et souvenez-vous l'an passé, après un commentaire de ce genre-là de Martin Saint-Louis après une défaite, du style « on a perdu, mais on n'a pas été battu ». J'avais développé une petite, allergie. Là, j'ai tendance à être d'accord. Moi non plus, je suis pas inquiet. Puis j'ai pas trouvé que
ce que j'ai lu puis du match et ce que j'ai entendu après, j'ai senti beaucoup chez les observateurs d'apitoiement, puis on fait les mêmes erreurs. Puis oui, effectivement, les Devils ont marqué sur des erreurs du Canadien, mais ça m'est apparu quand même plus contenu que lors des dernières semaines. Malgré le fait que c'est une 5e défaite consécutive, je trouve pas qu'elle ressemble à la première défaite de cette série-là. Celle contre le Kraken de Seattle, effectivement. Ils se sont pas fait déclasser de la même manière, quoique ils ont été déclassés en quelques occasions depuis le début de la saison. Mais les points de presse de Martin Saint-Louis, c'est du travail de relations publiques. Là. Puis je pense qu'il y a un message. C'est toujours qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message. Puis on a tous senti que la température avait monté depuis le début de la saison. Auprès des amateurs, il y en a qui se demandent si le poste de Martin Saint-Louis est en danger, etc., etc. Puis je pense qu'il y a un exercice de vouloir calmer le jeu, de vouloir replacer les choses en perspective, puis de continuer à regarder le verre à moitié plein. Est-ce que Martin Saint-Louis a raison de le faire? Est-ce que les fans vont trouver que c'est systématiquement de bonne foi, en sens que est-ce que c'est le regard réel qu'il porte? Peu importe. C'est le message qu'il veut envoyer aux amateurs, puis c'est le message aussi qu'il veut envoyer à ses joueurs. Je suis certain qu'il leur parle de façon un peu plus directe derrière des portes closes, mais c'est pas un entraîneur qui va pointer directement des joueurs du doigt. Généralement, il le fait de façon collective, mais quand tu es dans 5 défaites, dans une série de 5 défaites de suite, là, tu peux pas, à chaque match que tu as perdu, pointer du monde du doigt puis grimper d'un rideau. Il choisit ses moments pour le faire. Il ne le fait pas souvent. Bien, il ne le faisait jamais. Il ne le faisait jamais, mais il le fait un peu. Ce qui est bien. Mais qu'il ait choisi de ne pas le faire hier, c'est correct. Oui. Mais moi, c'était pas dans ce sens-là. Ce que je voulais dire, c'est que je trouvais qu'hier, il n'y avait pas juste de la relation publique. Il y avait une observation qui se défend. Tu voulais dire que l'équipe a joué plus à la hauteur de son potentiel, que l'effort était meilleur, que le jeu... Ben, écoute, je ne suis pas en désaccord avec ça. Montembeault a été bon. Depuis quelques matchs, on voit l'équipe se concentrer davantage sur la phase défensive du jeu. Il y a encore des erreurs qui surviennent. Ça mérite un peu de voir que là maintenant, chaque fois qu'il y a un but qui est marqué contre le Canadien, là, tout le monde décortique le but, qui a fait l'erreur. On voit que le système défensif ne fonctionne pas. Le sport du hockey, c'est un échange, c'est un échange d'erreurs perpétuel. C'est ça, c'est un chaos. Il y a toujours une équipe qui finit par commettre une faute, qui mène à un but. C'est rare que tu vas voir une équipe marquer un but sur des jeux défensifs parfaits qui ont été exécutés par l'adversaire, là, à moins que le gardien ne voit pas la rondelle ou quelque chose du genre. Alors, il y a des erreurs qui sont commises. Par exemple, c'est le nombre d'erreurs défensives. Quand tu en fais beaucoup plus que l'autre équipe, ben là, tes chances de gagner sont amoindries. Le Canadien se concentre là-dessus. On voit que c'est une équipe qui est remplie de bonne volonté puis qui essaie de se replacer dans le droit chemin. Mais Martin Saint-Louis était content de ça, mais ce qu'on a vu à date dans les derniers matchs puis contre les Devils, à mon sens, ça replace le Canadien là où il était la saison dernière. Ça le replace au standard qu'on a vu la saison dernière quand on disait c'est une équipe de jeunes qui travaillent fort. Ils sont jeunes, ils commettent encore des erreurs. C'est une équipe qui manque un petit peu de maturité, mais ils ont donné ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Puis encore là, ça, je mets un bémol là-dessus parce que c'est pas tout le monde. Il y a encore des améliorations à faire de ce côté-là. Ouais. Ben, c'est ça. Mais il y a effectivement des améliorations. Puis j'allais dire, pendant que tu disais que c'est un jeu d'erreur, tu sais, des fois, l'autre équipe fait un bon jeu aussi, là. Tu sais, moi aussi, j'ai assisté à plusieurs buts décortiqués, mais ce qu'on dit pas, c'est que c'est une belle passe. Puis ils ont été rappelés, les Devils, c'est un bon échange. Puis ils ont abusé de la défensive du Canadien, mais aussi parce qu'ils sont bons. Ben exact. Ça se peut. Oui, puis Jack Hughes a montré pourquoi c'était un premier choix universel de repêchage. Il était tout feu, tout flamme hier. Lui et Jesper Bratt étaient partout sur la patinoire. C'est une domination totale. Oui, absolument. Puis peu importe contre quel trio ils étaient opposés, Mike Matheson et Kaden Gooley, principalement, sont les deux principales victimes, étant donné que ce sont eux qui les ont eu dans les pattes le plus souvent.
Ça n'a pas été une soirée facile pour eux à cause de ça. Ouais. Ils sont nombreux pour qui ça n'a pas été une soirée nombreux. Il y a eux, il y a le premier trio aussi. Puis dans certains cas, on pourrait dire que c'est pas des cas uniques. Je ne sais pas si vous voulez épiloguer là-dessus. C'est pas nécessaire. L'occasion est à saisir. Parfait. Passons à je ne sais pas c'est quoi ta question. Il n'y a pas de question. Okay. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un... Mais, je pense, en tout cas, pour ma part, j'ai toujours beaucoup de réticence à décortiquer chaque match comme étant une tranche révélatrice de quelque chose, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Là. J'aime pas ça décortiquer les matchs un à un. J'aime regarder les tendances. J'aime voir les trajectoires d'une équipe ou des joueurs où ça s'en va. Puis je trouve que ça fait des conversations plus intéressantes. Mais là, si on regarde la trajectoire du Canadien, et on s'entend, là, je pense que tout le monde comprend maintenant qu'il n'y en aura pas de mix cette saison. J'ai lu, quelqu'un il a écrit mixte. C'est comme non, c'est pas ça. Qu'il va falloir que cette équipe-là réévalue là, ses objectifs, sa façon de voir la vie. Pour on arrive au 15e match. Là. L'échantillon est considérable. Puis on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à régler et que c'est une saison qui va ressembler aux deux autres. Mm-hmm. Je pense pas être très, très loin de la vérité en disant ça. Puis, c'est ça. Il va falloir que l'équipe se sorte de l'espèce de carcan dans lequel on s'était placé. Les joueurs disant, oui, on est capable de participer aux séries, puis la direction qui disait, on va viser être dans le mix. Ça change. Il va falloir s'adapter à la réalité, puis gérer en conséquence de ça. Je repensais à Stéphane Robida. C'est Stéphane Robida qui avait dit au centre de la patinoire Why not us? Why not now? Oui. Bon. Exact. On a des réponses à ces deux questions. Parce que. Because. Mais en même temps, tu as mentionné les noms de Caulfield et Suzuki, puis je veux parler de tendance au lieu de regarder juste le match d'hier. Je trouve que les meilleurs joueurs du Canadien, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Dak, Matheson, ces gars-là, qui ne... les attaquants, le groupe d'attaquants que je viens de nommer sont quand même relativement des jeunes joueurs, mais c'est pas non plus de nouveaux arrivants, ce ne sont plus des recrues. Ces gars-là doivent tirer le bateau. Et puis, j'ai l'impression que ils le font pas avec régularité. C'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement besoin de mettre des points au tableau pour pouvoir avoir un impact sur les matchs. Puis ce qu'on a vu en début de saison... Puis Caulfield, écoute, quand tu as 10 buts, c'est difficile de pointer quelqu'un du doigt, là. Mais au point de vue statistique, ils ont fait le travail. Mais je trouve que, si on regarde les matchs, puis au fil de leur présence, ils n'ont pas les présences où ils ne marquent pas de but, leur impact... On les voit pas. On les S'il n'y a pas sent de but, pas. il n'y a rien d'autre. C'est ça. Alors, ça devient un petit peu difficile parce que tu as beaucoup de présences qui s'allongent. La moyenne des présences, c'est souvent au-delà d'1 minute. Des présences où ils sont coincés dans leur territoire. Puis là, je veux bien, là, mettons un match comme hier, ils étaient au New Jersey, le Canadien n'avait pas le dernier changement. Ils ont souvent été confrontés au trio de Nico Hischier. Puis tu peux dire, s'ils ont réduit le trio de Nico Hischier au silence, est-ce qu'ils ont fait leur travail? Tu peux dire que oui, mais quand tu es le premier trio du Canadien, il faut que tu espères, au-delà d'avoir le dessus sur ton adversaire, il faut que tu finisses dans le plus d'une certaine manière. Je trouve que les présences d'impact, les présences positives des principaux joueurs du Canadien sont pas assez fréquentes. Puis ça se passe dans un contexte où les gars qu'on considérait comme étant du bois mort l'année dernière, mettons Brendan Gallagher, Josh Anderson, qui peut-être est moins prolifique, mais a des présences positives sur la glace. Oui. Jake Evans n'était pas considéré comme un boulet, mais il connaît jusqu'à maintenant la meilleure saison de sa carrière avec des présences positives sur la glace. En partant, tu as 3 gars qui font partie donc de ton 3e trio, grosso modo, là, à peu près ça, qui, eux, t'aident. Alors là, c'est les gars qui sont au-dessus qui devraient, en principe, ce sont tes joueurs de talent, qui devraient pouvoir aider à faire basculer les choses de manière plus positive. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Martin. Je pense pas que les séries éliminatoires ou même le mix sont dans le portrait. Mais ce que j'écrivais dans mon texte à la suite de la défaite de jeudi soir, c'est que à tout le moins, les Canadiens doivent se dire, OK, on va limiter nos séquences de défaites, puis on va essayer de se bâtir des séquences victorieuses.
Les séquences victorieuses, l'année dernière, une fois seulement, ils ont eu 3 victoires de suite. Alors là, est-ce qu'ils sont capables de dire, à un moment donné, là, ils sont rendus à 5 matchs de suite sans victoire. Est-ce qu'on est capable de mettre notre pied à terre et de dire, ça suffit, puis trouver les ressources pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Puis s'ils sont capables de diminuer leur séquence de défaites et se créer des séquences victorieuses, même s'ils ne sont pas dans le mix, au moins ça va avoir été un progrès. Mais ça passe par ces joueurs clés-là qui ont davantage de présence positive sur la glace. Et apprendre et grandir ensemble. non, mais je dis ça, là, je cabotine, mais il y a un fond de sérieux. Non, j'ouvrais juste cette parenthèse-là parce que je voulais entrer dans un sujet qui n'est pas en lien avec les performances du Canadien. Et Jonathan Kovacevic est une belle poignée pour élargir sur le sujet. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je me rappelle pas c'était quoi la question au public, mais il y a quelqu'un qui avait évoqué que peut-être les départs... puis, comment dire... C'était facile sur le coup de dire que Kovacevic et Jordan Harris, parce que c'est ces 2 départs-là qui étaient évoqués, c'était facile de dire que c'était pas des joueurs qui avaient des rôles très, très importants avec le Canadien. Pas que c'était facile, c'est ça que c'était. La personne donc demandait si ils n'avaient pas été échangés trop rapidement. Puis, à la lumière de ce qu'on a vu de Kovacevic hier, puis de ce qu'il montre depuis quelques jours, c'est pas tant lui. Vous pouvez en parler, là. Hein, vous faites ce que vous voulez. Vous le savez, ce que j'ai besoin de... Mais n'y a-t-il pas là une incarnation d'un sujet qu'on a effleuré au cours des dernières semaines, à savoir que une reconstruction, ça demande certaines nuances. C'est quelque chose avec lequel il faut manipuler délicatement. Puis des fois, de faire trop de place à trop de jeunes en même temps, ça peut être périlleux. Un peu comme les Devils l'ont vécu, justement avant d'aller chercher... c'est Brady Shea. Ils avaient perdu quelques défenseurs d'expérience l'année précédente et ils ont recolmaté ça avant d'envoyer hier... Brett Pesce, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Brady Shea. Je les mélange tout le temps. Ça sonne pareil. Oui, puis c'est ça. Non, mais... puis ils jouaient à la même place. Et Simon Nemec qui a été retourné dans la Ligue américaine, n'y a-t-il pas là une fable sur faire de la place pour la jeunesse et le timing que ça demande? Tu demandais, était où la question? Bonne chance pour la trouver là-dedans. Là, tu croises 2 sujets de chronique sur lesquels je suis en train de travailler. Je t'espionne. Okay. Premièrement, je vais vous résumer ça en 10 secondes. Je suis en train de... J'ai lu cette semaine une étude scientifique qui a été faite pour comparer le traitement préférentiel dont jouissent les choix de premier tour dans la Ligue nationale de hockey dans leur utilisation. Donc, une fois que leur carrière commence, là, après une analyse de 6 ou 7 facteurs de performance différents, il a été déterminé que même si un choix de premier tour est moins performant qu'un autre joueur, il obtient plus de temps de glace de la part de l'entraîneur. Et ça, c'est attribuable à toutes sortes de facteurs. Les chercheurs attribuent ça. Par exemple, l'entraîneur qui est derrière le banc, il sait que le directeur général a sélectionné ce gars-là au premier tour, puis que... Donc, ses patrons vont peut-être être froissés s'il ne le fait pas jouer puis ne lui donne pas toutes les chances, etc. Je ferme cette parenthèse-là. Deuxième chose, dans les organisations qui sont performantes et où on établit une culture d'excellence à toute épreuve, le slogan, on pourrait peut-être qu'il se décline en plusieurs versions, là, mais c'est « What you eat, what you kill ». Okay? C'est-à-dire, si c'est toi qui tues le gibier, c'est toi qui vas le manger, on ne le donnera pas à quelqu'un d'autre. Alors, s'il y a un gars qui arrive au camp d'entraînement, qui a été pris au balotage ou qui arrive sur une invitation et qui est meilleur qu'un autre joueur qui a déjà un contrat, ben c'est celui qui joue le mieux qui va finir par se faire une place et qui va finir par tasser un vétéran dans l'alignement s'il est plus performant, parce que c'est ça, c'est « you eat what you kill ». Et on arrive au cas de Kovacevic. Kovacevic est arrivé chez le Canadien il y a 2 ans. Le Canadien avait besoin de boucher un trou en défense. Ce gars-là a été... Le département de recrutement professionnel de l'équipe a fait un travail incroyable. Il avait repéré ce gars-là qui était dans l'organisation des Jets. On l'a inséré dans l'alignement. Puis il a fait un travail
très correct, très honnête. Ça a été puis apprécié de ses coéquipiers. On a vu les témoignages cette semaine. Et Kovacevic jouait 17 minutes à peu près avec le Canadien. Au cours des 2 dernières saisons, chez le Canadien, il y a, parmi les gars qui ont joué 100 matchs et plus, il y a un gars qui a réussi à terminer avec un différentiel positif chez le Canadien. C'est Jonathan Kovacevic avec 4 plus 14. Il n'y a aucun autre joueur. Le plus proche, c'est Pezzetta qui jouait 8 minutes par match, qui a fini avec 0. Puis après ça, tous des gars qui sont dans le rouge. OK? Moi, je trouve que c'est un exploit incroyable. Même si tu joues sur la 3e paire ou si tu n'es pas... de jouer avec une équipe mauvaise défensivement et de réussir à terminer plus 14. Il n'est pas plus 2, là. Non, plus 14. Loin devant tout le monde. Et quand même, il était sur la glace 17 minutes par match. Là. C'est quand même pas rien. Le 2e défenseur le mieux placé dans le différentiel des plus des moins chez les Canadiens au cours des 2 dernières saisons, parmi ceux qui ont joué 100 matchs et plus, c'était Jordan Harris. Il était moins 8. Et ça, j'ai des collègues à la radio qui se sont obstinés hier soir là-dessus, sur le fait que, par exemple, les Devils ont raté les séries la saison dernière, alors qu'ils étaient... Eux autres, tout le monde disait c'est réglé. Là, ils sont propulsés parmi les meilleures équipes de la Ligue. Et avant la saison dernière, ils avaient perdu Ryan Graves en défense, un gars qui était plus 34, et Damon Severson, 2 défenseurs fiables, pas des super vedettes de la Ligue nationale, mais quand même, ça avait affaibli leur structure défensive. Ils ont placé des jeunes, ils ont placé Simon Nemec puis Luke Hughes à la place, puis ils ont perdu, puis ils ont eu des blessures en plus par-dessus ça. Regardez les Oilers cette année. Ils ont laissé partir Cody Ceci, puis le grand Vincent Desharnais. C'était pas les défenseurs les plus... Non, puis même, il y a des gens... pour dire, il y a plus de détracteurs que d'admirateurs. Mais reste que c'est un gars qui a du métier. Il était au-dessus de la ligne de flottaison, pareil qu'au DCC. Puis là, les Oilers, ils ont patché. Il y avait un désavantage numérique. C'était 2 des 3 défenseurs les plus utilisés dans le désavantage numérique des Oilers, CC puis Desharnais. Les Oilers, dans les séries, le printemps dernier, 94,3 % d'efficacité en désavantage numérique. C'est un des meilleurs taux de l'histoire des séries de la Ligue nationale. Cette année, la saison commence, ils sont à 59,5 %, puis ils ont de la difficulté, ils commettent des revirements. Alors, quand tu as une stabilité, tu perds 2 gars, même s'ils jouent 15-16 minutes par match, ils sont là quand même le quart du temps, puis tu remplaces par des jeunes qui sont plus instables. Ça a un gros effet déstabilisant au sein d'une équipe. Et là, tu regardes Kovacevic, il arrive chez les Devils. On se dit, ce gars-là, ils lui ont dit « Eat what you will, eat what you kill ». Il joue... pas loin de 21 minutes par match en moyenne. Il est 4e présentement dans la Ligue nationale avec un bilan défensif de plus 10, avec un différentiel de plus 10. Puis on lui donne la corde. Puis si à un moment donné, il l'échappe, et ils vont le tasser, puis ils vont en mettre un autre. Mais dans une équipe de premier plan, il est capable... C'est une aubaine immense pour les Devils. Ce gars-là ne gagne pas beaucoup d'argent. Il est capable de prendre des minutes. Et le point où je voulais arriver, je m'excuse, c'est un gros détour, puis je vais laisser Marc-Antoine parler pendant 15 minutes. Après, ça ne me dérange pas. C'est que si tu veux bâtir une culture d'excellence, tu es chez le Canadien, tu veux bâtir une culture d'excellence, tu penses que les jeunes qui s'en viennent derrière Kovacevic vont être éventuellement meilleurs que lui. OK, tu peux le penser, mais... C'est peut-être vrai. Mais s'ils ne sont pas dans l'immédiat capables de tasser le gars que tu as pris il y a 2 ans au balotage, est-ce que tu es obligé de tirer sur la fleur, essayer de la faire pousser plus vite, puis de les insérer tout de suite dans l'alignement de la Ligue nationale, ou dire, mon vieux, quand tu seras... Nous autres ici, là, c'est comme ça que ça marche. C'est celui qui fait la job qui reste là, puis... Toi, tu es un plus jeune défenseur, ben si tu n'es pas capable de tasser ce gars-là, tu pourras pas jouer dans notre équipe parce qu'on veut bâtir une culture d'excellence. Tu vas aller avec le Rocket, puis à un moment donné, tu vas faire tes classes, puis quand tu seras prêt, tu joueras. Mais le Canadien, je pense, peut-être à plus faible échelle, vit la même chose que les Oilers vivent avec le départ de Ceci puis Desharnais, puis vivent la même chose que les Devils ont vécu en insérant 2 jeunes à la place de vétérans qui étaient très, très stables. Ça a un effet déstabilisant. Puis, si tu as un gars qui fait la job, là,
même si, tu sais, faut pas avoir de vision en tunnel, de mon point de vue. Si tu es un gars qui fait le travail, même si tu l'as ramassé au balotage, même si tu aimes beaucoup les espoirs que tu as repêchés, attends qu'il Faisons les choses. attends qu'il se fasse déloger. C'est ce que je pense. Voilà, je vous laisse parler. Martin, on s'en va. Antoine, C'est terminé. je vais te laisser emballer ça. Oui, c'est ça. Ben, écoute, tu dis, Oui, c'est Kovacevic faisait la job. L'affaire, c'est que l'année dernière, dans les 49 derniers matchs du Canadien, il en a passé 20 sur la passerelle. Alors, déjà, le processus de tendre le flambeau, de le tasser était en cours. Puis je pense qu'il l'a vu venir. C'est la raison pour laquelle lui était content de voir cette transaction-là arriver. Je pense que le Canadien a décidé de faire... C'est vrai, je reconnais tout à fait... quand tu parles de ton étude par rapport au choix de première ronde, on pourrait rajouter aussi les joueurs acquis dans une transaction. Exact. Qui sont, eux aussi, peut-être des projets où on va essayer de les couver pour faire bien paraître le directeur général. C'était ce que je sous-entendais en disant les choix de premier tour. Ouais. Les joueurs que la direction... a dépensé. Pour qui la direction a dépensé une énergie spéciale pour les acquérir. Parce que je pense pas que sur le flanc droit, on a échangé Kovacevic pour faire de la place à Reinbacker ou faire de la place à Mailloux. Par contre, on a décidé très clairement qu'on allait donner une autre chance à Justin Barron puis que ça allait se faire aux dépens de Kovacevic. Moi, ce que je remarque, c'est que l'année dernière, Jonathan Kovacevic, qui était à sa 2e saison dans la Ligue nationale, était le 3e défenseur le plus âgé de l'équipe. Il y avait Savard, qui était plus vieux que lui, puis il y avait Mike Matheson. Quand il est arrivé avec le Canadien, recrue de 25 ans, c'est drôle parce que c'était une recrue, mais en même temps, il avait déjà l'âge d'un gars qui pouvait prendre dans la dynamique au sein de l'équipe un rôle de leader, puis il était déjà plus vieux que plusieurs de ses coéquipiers. Il avait une maturité différente. Oui. Alors, puis en plus, il a une personnalité qui prête à ça. Tu vois que c'est un monsieur. Quand tu jases avec, tu vois que c'est quelqu'un de brillant. C'est un humaniste. Là. C'est pas un gars qui n'est strictement... qui ne connaît que le hockey. Il a des idées sur un paquet d'affaires. Mais le fait qu'il soit quand même un joueur qui était un joueur de 2e année et qui était placé dans une position où il était entouré de jeunes défenseurs, on lui en demandait beaucoup, puis il n'était pas capable d'offrir la régularité qui était souhaitée. Alors, sa confiance montait, descendait. Il y a eu des belles séquences où tu dis, wow, le Canadien a un défenseur top 4 sous la main, puis d'autres où, quand ça allait mal, il fallait que tu le laisses de côté. Ouais. Là où les Devils ont bien vu, c'est qu'eux, ils sont dans une situation où leur brigade défensive est vraiment bien rodée et elle est peuplée de joueurs aguerris. Brendan Dillon, évidemment Dougie Hamilton, on parlait de Brett Pesce tout à l'heure. Il y a plusieurs vétérans au sein de cette équipe-là. Alors lui, il peut arriver là, sans pression, dire « je vais faire ma petite affaire, mais on ne m'en demandera pas trop ». Et là, le reste, c'est qu'est-ce que ta confiance va te permettre de faire. Et si un joueur gagne en confiance, qu'il ne se remet pas en question, pour n'importe quel joueur, the sky is the limit. Tu peux... Montre-nous ce que tu es capable de faire, puis si tu es sur une balloune, ben... Vas-y, mon vieux, envole-toi. Exactement. Ben, c'est ça qu'on voit en ce moment. À tel point où la régularité de son jeu a fait de lui le joueur le plus utilisé des Devils en infériorité numérique. Et tu parlais de Simon Nemec. Lui, c'est un premier choix au repêchage. C'est un numéro 2 au repêchage, repêché tout de suite après Juraj Slafkovský. Ben, on a pris le joueur, en guillemets, de profondeur en Kovacevic, puis on a dit, tu passes en avant de Nemec, puis lui, il va manger ses croûtes, puis il va attendre. Alors, il n'y a pas eu de traitement de préférentiel parce que c'est un premier choix au repêchage. Mais tout ça, c'est une question d'encadrement. Tu replacerais Kovacevic avec le Canadien, et je ne pense pas qu'il t'offrirait le rendement qu'il donne avec les Devils. Fait qu'on peut bien dire, on regrette son départ parce que regardez ce qu'il fait au New Jersey. C'est dans quel contexte tu le places. Mais il donnerait au moins le rendement qu'il a donné au cours des 2 dernières saisons. Voilà. Puis moi, je pose pas la question dans ce sens-là. Kovacevic, je l'ai dit, c'est un prétexte, Kovacevic. Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se demander si on n'a pas, justement, tu parles, Martin, de tirer sur la fleur trop vite, si on n'a pas fait trop de place trop vite à trop de joueurs qui n'ont pas besoin. Ça y est, là, j'ai une émotion. Ils n'ont pas besoin de jouer dans la Ligue nationale. T'sais, comme Simon Nemec, là, il n'a pas besoin
C'est pas grave. Moi, je vois rien de grave là-dedans. On dirait que c'est devenu grave. On dirait que quand tu as des hauts choix comme ça, là, si ils jouent pas tout de suite, là, c'est un problème. Puis dès qu'ils sont bons dans la Ligue américaine, il faut les rappeler. Même. Si tu le laisses là, une journée de trop, là, c'est que... Depuis est-ce que... enfin, je sais que c'est une vieille façon de voir les choses. Est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que c'est moi qui suis un dinosaure ou c'est effectivement pas grave? Tu sais, Barron ne pouvait pas, mais Jacky pourrait jouer dans la Ligue américaine. Struble pourrait jouer dans la Ligue américaine, quoique il joue plutôt bien ces temps-ci. Puis Lane Hudson est phénoménal, mais bon sang de bon sang. À jouer 40 minutes par match, est-ce que ça, c'est bon pour son développement? Je sais pas. Poser la question, c'est les voilà. Alors, est-ce que... Et je disais que tout à l'heure, une reconstruction, visiblement, parce que là, je suis nouveau. Ouais. C'est ma 3e année. Faut faire attention. Il y aurait peut-être moyen de, justement, colmater quelques brèches. Là, on parlait de Kovacevic, mais n'importe qui. Peut-être que d'amener quelqu'un, peut-être pas là, parce que je sais que c'est pas un temps qui est favorable au mouvement de personnel, mais éventuellement, et de garder ça en tête l'année prochaine, parce que là, l'année prochaine, Demidov, puis quoi, on laisse aller tous les vieux, puis on a parlé de ça un peu récemment, là, de cette équipe-là rajeunit d'année en année. Wow! Mais il faut que tu mérites ta place. Écoute, c'est peut-être pas un exemple parfait, mais souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années, le fameux débat qu'il y avait entre Halak et Carey Price, la saison du fameux printemps Halak. La direction du Canadien était convaincue que Carey Price était son gardien d'avenir. Et Carey Price, systématiquement, jouait plus que Jaroslav Halak, même si Jaroslav Halak était nettement meilleur que Carey Price. Et Alan Walsh est sorti publiquement à un moment donné pour dénoncer la direction du Canadien, pour dire réveillez-vous. Puis là, ça a fait une controverse et tout ça. Et c'est quasiment envers et contre tous. C'est quasiment comme si on avait arraché 15 dents à la direction du Canadien pour qu'on finisse par faire jouer Halak devant le filet puis qu'on lui donne le filet pendant les séries éliminatoires. Puis Carey Price était assis sur le bout du banc, mais Carey Price, depuis son arrivée chez le Canadien, là, c'était comme si on jetait des pétales de rose sur son chemin. Marche là-dessus, mon vieux, ça va être c'est toi l'élu. Mais Carey Price est devenu Carey Price après avoir été assis sur le banc puis après avoir vu Jaroslav Halak faire le printemps Halak et dire OK, là, c'est comme. Non, je me souviens, Paul Mara avait dit durant cette période-là, Carey Price est devenu un homme. Mara qui jouait avec le Canadien à ce moment-là. Oui, absolument. Défenseur. Il a vu la transformation de ses yeux. Alors, c'est ça. Puis, écoute, on parle souvent du Lightning de Tampa Bay comme étant un exemple incroyable de développement de joueurs, de gestion et tout ça. Mais avant que cette équipe-là commence à avoir du succès, il y a des gars comme... premièrement, John Cooper était dans la Ligue américaine, mais il dirigeait des gars comme Tyler Johnson, comme André Palat, comme Barberio qui était là. Il y avait Alex Killorn. Et ces gars-là ont gagné un championnat ensemble dans la Ligue américaine où ont eu un parcours, ont été en finale. Il me semble qu'ils ont gagné la Coupe Calder. Radko Gudas aussi qui était là. Gudas était là. Il y avait beaucoup de gars qui ont contribué au succès du Lightning par la suite. Alors, c'est ça, ils étaient pas prêts. Ils tuaient pas suffisamment de gibier pour être en haut, mais ils ont appris en bas, ils ont gagné. Et ça, c'est l'autre question qui vient avec ça, c'est que le Canadien dit vouloir construire une équipe gagnante, mais est-ce que tu peux développer des gagnants dans un contexte perdant constamment quand tu les places en situation d'échec tout le temps? Alors, c'est ça, on peut en parler, on pourrait faire 22 épisodes là-dessus, mais je trouve que le cas de Kovacevic est intéressant dans cette perspective. Absolument. Et le cas des Devils aussi, par rapport aux ajustements qu'ils ont faits dans les dernières années. Et s'il y a une inquiétude, on parle les séries, tout ça, le classement, les résultats, tout ça, d'accord, là, mais s'il y a une vraie chose à s'inquiéter, puis ça, tu l'as mentionné souvent, Martin, c'est ça, c'est qu'il s'installe un climat duquel il va être très, très difficile de se sortir, comme on l'a vu à Buffalo, comme on l'a vu à Edmonton avant que ça redécolle. Je veux dire, on a des exemples de ça, là, de ces reconstructions-là qui, bon sang, à un moment donné, ça s'éternise, là, tu sais. Ça s'éternise, mais c'est rare que c'est plus court que ça, là. C'est normal, là. On peut dire, est-ce que le Canadien est dans la 3e année de sa reconstruction ou la 4e? C'est de la sémantique, là.
Disons 4, là, comme ça. Ben, c'est parce qu'il y en a une que ça a été un démantèlement qui a été amorcé sous l'ancienne administration. Là. Il y a eu un changement d'administration au milieu de la saison. Fait qu'est-ce que c'est l'an 1, la reconstruction? Ils ont eu un premier choix au total cette année-là. Je veux bien, mais c'est à cause de leur contre-performance, pas à cause de leur décision stratégique de dire voici comment on va opérer. Ils ont juste été poches. Mais bref, que ce soit. Mais mon point est que c'est long, puis c'est sûr que c'est un défi pour un jeune groupe de pouvoir passer à travers ces années-là. Mais ce que je ressentais l'année dernière, c'était que les jeunes joueurs du Canadien acceptaient pratiquement avec le sourire le fait qu'ils étaient dans une phase d'apprentissage, puis qu'ils allaient s'en sortir, puis allaient être meilleurs. Alors, ils n'étaient pas encore dans une espèce de marasme où tu dis on cultive la défaite, puis c'est une espèce de sentiment perpétuellement négatif, comme on peut l'avoir senti à Buffalo ou encore à Ottawa. Je ne sais pas encore si ce sentiment-là s'installe. Il est tôt dans la saison pour le déterminer. Mais c'est sûr que le Canadien doit garder son doigt sur le pouls pour être bien certain que ça se répande pas. Parce qu'une fois que c'est instauré, ça devient difficile à ôter. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher des éléments de l'extérieur pour renforcer ton équipe, mais tu vas demander à des éléments de l'extérieur de casser ce qui s'est établi à l'interne. C'est pas toujours évident. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait pas... C'est ça. Il faudrait que... Peut-être un peu d'aide avant que ça arrive. Ou enfin... Oui, mais c'est un peu... Je comprends tout à fait quand tu dis un peu d'aide, mais le problème, c'est que est-ce que tu vas chercher de l'aide pour cette année? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Et que si tes jeunes joueurs sont pas tout à fait prêts, puis je n'aime pas personne, là, mais c'est quelque chose à surveiller, avec attention. Puis c'est peut-être pas grave si on fait un pas de recul dans le cas d'un joueur, puis de le remplacer par quelqu'un qui a plus d'expérience, qui ne représente pas l'avenir, mais qui va faire en sorte qu'il ne sera pas trop tard quand on va essayer de protéger là, cette ambiance-là. J'ai dit bien des affaires, là, puis rien de concret, là, mais c'était ça que je voulais. Croyez-le ou non, j'ai exprimé précisément ce que je voulais. Puis c'est ça, sur la durée de la construction du Canadien, les premières vraies manœuvres pour réorienter l'avenir de l'équipe ont commencé avant le repêchage de 2018. Il y a un repêchage de 2018, souvenez-vous, le 3e choix au total, là, c'est une décision extrêmement importante. C'est Jesperi Kotkaniemi qui est sélectionné, mais il y a eu Kotkaniemi, Ilonen qui a joué avec l'équipe, Romanov, Jordan Harris qui ont été choisis. Ça, c'est l'ancienne administration qui a commencé ça. Repêchage de 2019, Cole Caulfield, Jayden Struble, c'est des gars qui sont avec l'équipe présentement, Raphaël Harvey-Pinard. 2020, Caden Goulet, Luke Tuck qui est en train de se développer dans la Ligue américaine, Jakub Dobeš qui est probablement le gardien d'avenir de l'équipe. 2021, dernier repêchage de Marc Bergevin, Logan Mailloux, Oliver Kapanen, Joshua Roy. Alors, tu sais, de l'administration actuelle, là, il y a Slavkovski qui est là, puis il y a Lane Hudson. Il y a ces deux jeunes-là mais si ce travail-là n'avait pas été commencé avant 2018, imaginez-vous comment on serait profondément enfoui dans les abysses du classement ou de tout espoir d'émerger un jour. Fait qu'il y avait un travail de fond qui avait été fait. Là. Il serait devant... Si le réajustement n'avait pas été fait, là, il y avait eu comme une décennie de noirceur avant en termes de repêchage chez les Canadiens. Si ce coup-là n'avait pas été donné, ce serait la situation des Nordiques... des Nordiques de la grande misère. Ça serait épouvantable. C'est ça. L'équipe partirait de pas mal plus loin. Ouais. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Alors, c'est un week-end d'intronisation au Temple de la Renommée. Martin nous l'a dit tantôt. C'est un week-end. C'est un week-end.
2 jours de ça. Et il y a évidemment, ils sont quelques-unes à faire leur entrée au temple. Et il y en a un pour qui ça a de la résonance à Montréal. Quoique, peut-être pas tant. Colin Campbell? Voilà, c'était dans mon angle mort. Parce qu'on a demandé via les réseaux sociaux quel est votre plus beau souvenir de Shea Weber, qui fera, vous l'aurez déduit, son entrée au Temple de la Renommée, malgré le fait qu'ils soient toujours sous contrat avec le Utah HC. Moi, je trouve qu'il y a là la plus grande hypocrisie de tout ce système de liste des blessés à long terme. Mais bon, c'est peut-être pour un sujet dont on a déjà parlé, puis on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais je disais, pas tant d'affection pour Shea Weber chez ceux et celles qui suivent le Canadien, parce qu'on imagine que c'est là le gros de notre audience. Alors, sur le book, Yann, votre plus beau souvenir de Shea Weber? Yann, quand il était à Nashville. Sylvain, son départ. François, quand il a quitté. Jean-Marc, quand il est parti. Patrick, quand il est parti. Yves, aucun. Ça, c'est toute une séquence de suite sur Facebook. C'est assez incroyable, considérant que Weber soit parti après une finale de la Coupe Stanley. Ben oui. Durant laquelle il a laissé une partie sa santé physique. Ouais. Carl, sur Facebook, sa performance a tout cassé en finale de la Coupe Stanley, malgré qu'il était amoché. Tu vois, il y a Carl. Toujours bien Carl. Il y a toujours bien Carl. Ça va être ça, le titre. Toujours bien Carl qui a une mémoire. Benoît, quand il a jamais trippé de jouer pour Montréal, ça c'est sur Facebook, et je pense qu'il y a peut-être là une piste d'explication de ce manque d'affection. C'était pas un gars vraiment. Ben, je pense il avait l'air bête. C'était un gars. Il a été échangé contre un gars qui avait un sens du spectacle hallucinant. C'est sûr que le contraste était destiné à lui donner. Ouais, mais en même temps, il a joué un rôle important sur la glace, là, comme Martin vient de le Absolument. souligner. Ben oui. Puis Piqué, c'était beau à voir, mais c'était pas pareil. Puis, écoute, à Montréal, on ne réécrira pas l'histoire, mais c'était devenu intenable pour Subban à Montréal. Puis il y a eu 1 ou 2 très bonnes saisons à Nashville, mais à un moment donné, le déclin de Subban a été tout aussi précipité que celui de Weber. Ce qu'on disait à l'époque, c'est que peut-être que le Canadien va être gagnant à court terme, mais c'est sûr que les Prédateurs vont être gagnants à long terme. Oui, puis en fin de compte, Subban a fini de jouer avant Weber. Oui, c'est vrai. Avant ou à peu près en même temps? Je pense que sa dernière saison était 1 an avant, si je ne m'abuse. Là. Je pense que c'est 1 an après, mais peu importe. Il était plus jeune, Subban. Et les Prédateurs ne l'ont pas gardé longtemps non plus. Là. C'est vrai, 1 an après. Ouais. C'est ça. Mais reste qu'il n'y a pas eu de gain à long terme pour les Prédateurs. Ça reste vrai. Max, sur Twitter, ses participations au concours du tir le plus puissant. Les seules mentions notables, selon moi. Ça allait bien, mais non. Et sinon, une dernière, Alexandre sur Twitter. Sa joie de vivre et son côté volubile en point de presse. Ça recoupe, je pense, ça recoupe un peu ça. Est-ce que... souvenez-vous, Bergevin disait « chez Weber, ce qu'il apporte va survivre longtemps. Ouais. » à son départ. Je sais que la question a été posée dans le vestiaire, puis je ne serais pas surpris d'apprendre que les gens ont dit « oui, ça c'est resté. » Mais croyez-vous à ça? Pensez-vous qu'il y a un réel leg de chez Weber? Pensez-vous que les gens sont particulièrement durs avec lui? Ses coéquipiers Marc-Antoine est plus dans le vestiaire que moi, mais de mémoire, ses coéquipiers ont tous souligné l'impact qu'il y avait eu dans le vestiaire pour changer la culture, pour rehausser la culture du vestiaire. Je passe la rondelle à Marc-Antoine. Ben écoute, l'influence première qu'il a eue, c'est sur Nick Suzuki, à qui il a carrément passé le flambeau en tant que capitaine. Ils sont encore en contact aujourd'hui. Weber le voyait comme étant le futur capitaine de l'équipe alors qu'il n'avait pas encore cessé de jouer. Et puis, je pense que Suzuki se dit redevable de ce qu'il a appris de Weber. Cela étant dit, c'est une équipe qui a connu énormément de changements de personnel, ce qui fait que c'est pas comme si Weber, qui lui-même, durant ses saisons à Montréal, a été blessé plus souvent qu'à son tour, mais ce qu'il a irradié dans le vestiaire du Canadien, c'est pas comme si ça avait été absorbé par un groupe qui est encore là aujourd'hui. Il y a eu énormément de changements. Alors, malheureusement, l'impact, c'est vrai que Bergevin avait dit ça à propos de Weber, il avait dit ça également à propos de Price. Leur héritage n'a pas survécu
Puis on l'a constaté dès l'année suivante parce qu'il a pris sa retraite. Le Canadien s'était rendu en finale de la Coupe Stanley alors qu'il était complètement amoché. Il était sur les médicaments antidouleurs. Ça n'avait pas de lendemain. Il a pris sa retraite et puis le Canadien s'est effondré tout de suite après son départ. Donc, et à ce moment-là, on avait un groupe qui était imprégné de sa présence, en principe. Alors, je pense qu'il y a eu... ça n'a pas eu l'effet porteur qui a été espéré. Mm-hmm. Cela dit, je trouve ça regrettable qu'on le mette constamment en comparaison avec Subban, parce que c'est sûr qu'il n'a pas été un joueur aussi aimé que lui, mais quand on dit qu'il était marabout devant les médias, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, ça. Un gars qui a l'air bête. Puis surtout que... il n'avait pas l'air bête, il était juste un gars, très réservé, anglo-saxon. Disons que c'est vrai qu'il n'était pas volubile, mais honnêtement, moi, ce que je trouve, c'est que l'impact, ce qui est important, c'est l'impact qu'il a auprès de ses coéquipiers, ce qui peut leur enseigner en termes d'ardeur au travail, en termes de professionnalisme. Puis ceux qui l'ont côtoyé l'ont retenu. Après ça, le Canadien est allé chercher à un moment où il avait déjà amorcé son déclin. Ses meilleures saisons, il les a passées à Nashville. Alors, on peut pas regarder son admission au temple de renommée simplement par la lorgnette de ce qu'il a fait avec le Canadien, parce que c'est beaucoup plus à cause de ce qu'il a fait à Nashville qu'il est là aujourd'hui. Rappelons-nous qu'en 2012, les Flyers de Philadelphie avaient soumis une offre hostile à Weber. C'est le contrat que les Prédateurs... Il est toujours. Exact. Que les Prédateurs ont été forcés d'égaler. Alors, ça a été un contrat de 14 ans d'une valeur de 110 millions. Pendant les 4 premières années de ce contrat-là, Weber était le joueur le mieux payé de la Ligue. Alors, on lui reconnaissait clairement une valeur. C'était un gars qui immense. Un gars qui avait un tir dévastateur, qui marquait beaucoup de buts, qui avait une présence intimidante, qui était dominant défensivement et qui était devenu l'un des plus jeunes capitaines de la Ligue nationale avec les Prédateurs. Fait que tu sais, t'avais... C'est un package à peu près inégalé. Alors là, le Canadien va chercher ce gars-là. Oui, il coûte cher, mais là, subitement, il y a les formats... ce qui était payant en avantage numérique, c'est-à-dire le puissant tir de la pointe, ce qui a dominé peut-être de 2005 à 2014 environ, ça n'avait plus cours à ce moment-là, puis on arrivait à mieux neutraliser les tirs de la pointe, fait que le Canadien n'en a pas profité autant que les Prédateurs, par exemple. Il était de plus en plus amoché. Il a passé la dernière année et demie, grosso modo, à être difficilement capable de se lever le matin. Et puis... Puis au milieu d'une équipe qui se cherchait, on a été obligé de le surtaxer en défense. Puis étant donné qu'il n'était pas le plus mobile, ben ça paraissait. Puis ça faisait un contraste encore là avec Subban. Donc, je comprends pourquoi il y a on lève le nez sur lui, mais en même temps, faudrait pas non plus lever le nez sur toute sa carrière puis se dire parce que ce qu'on a vu de lui à Montréal, ça nous a laissé sur notre faim. Il n'est pas méritant pour le temps de la renommée. Là. Le gars a disputé 1038 matchs dans la Ligue nationale. Il a maintenu une moyenne de à peu près 18 buts par tranche de 82 matchs là, par saison. Pour un défenseur, c'est incroyable. Ouais. Oui, c'était pas... Il ne marquait pas ces buts-là en traversant la patinoire puis en déjouant 4 joueurs, là, mais son tir faisait en sorte... je me souviens, à Sochi, si ma mémoire est bonne, aux Jeux olympiques, il avait été le meilleur buteur du Canada ou quelque chose du genre. Là, il avait marqué énormément de buts. Il était un leader de l'équipe canadienne. C'était un joueur qui a une carrière extraordinaire. Là, puis un monstre physiquement, un physique incroyable. C'est un défenseur qui était craint, qui avait une présence... incroyable devant le filet. Et si le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley et qu'autant de Québécois ont tripé pendant cette période-là, souvenez-vous, moi, quand je repense à ces séries-là, vraiment, il y a tout le contexte de la pandémie et tout ça. Ça là, compte pas. Mais je revois Shea Weber puis Ben Sherratt à grands coups de Sherwood en avant du filet, puis ils l'ont bûché leur chemin jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Il a été un leader important de cet épisode un peu anormal, anecdotique, mais... il a joué un rôle déterminant, ça c'est sûr. C'est le moment qui a le plus fait rêver les partisans du Canadien dans les 25 dernières années, certainement. Là, puis il a été un artisan de ça.
Mais c'est quand même une admission au Temple de la Renommée qui touche à beaucoup de facteurs intangibles, à mon sens. Parce que tu parles de ces facteurs statistiques, c'est vrai. C'est vrai qu'il a quand même marqué beaucoup de buts. Mais je pense pas que ce soit sa première carte de visite. Durant l'essentiel de sa carrière, de 2005 à 2021, il était 6e chez les défenseurs pour les points, premier pour les buts, entre autres en avantage numérique, il était loin devant Zdeno Chara. Et puis, mais tu vois, en comparaison, par exemple, Andrei Markov, qui a joué 300 matchs de moins, a fini avec plus de mentions d'aide que chez Weber. Puis il n'y a personne qui va penser à Andrei Markov pour le Temple de la Renommée. Là. Non. Alors... C'était mon gars. Alors, je pense qu'il y a d'autres facteurs au-delà des statistiques qui font en sorte que Weber est aujourd'hui entre au Temple. Puis je pense que de la même manière, il y a par exemple des écrivains qui sont adorés des autres écrivains ou des cinéastes qui sont adorés des autres cinéastes. Mais je pense que chez Weber, c'est un joueur adoré des autres joueurs. Puis il y a ce succès d'estime à l'intérieur des cercles de la Ligue nationale qui fait en sorte que ça peut paraître comme étant un mystère pour des gens qui ne font que regarder des matchs, mais ceux qui sont à l'intérieur des vestiaires reconnaissaient chez lui un niveau d'excellence qu'on ne peut pas toujours mesurer, mais qui, pour eux, relève de l'évidence de le voir aujourd'hui au Temps de la Renommée. Les gens qui sont allés manifester devant le Centre Bell, là, les 25 qui sont allés manifester devant le Centre Bell quand le Canadien n'a pas rapatrié Kovalev. Mais eux autres qui aimaient, peut-être qu'ils n'étaient pas impressionnés par le style de jeu chez Weber. Eux autres, ils aimaient voir une petite feinte et un jeu spectaculaire. Eux autres, ça les comblait comme amateurs de hockey, mais eux ne pouvaient pas comprendre qu'en fin de carrière, Kovalev était rendu au bout du rouleau et que le Canadien n'était pas intéressé à le ramener. Non, c'est ça. Bon, ben salut, Shea. Est-ce qu'il y a des journalistes sportifs qui sont aimés, respectés des autres journalistes sportifs, particulièrement appréciés? Probablement, hein, mais répondez pas tout de suite. De façon générale, je ne sais pas si les gens de notre profession s'admirent les uns les autres ou... Ils font juste saillir. Ben, je sais pas, non. Ben, moi, j'ai des collègues que je lis puis j'admire ce qu'ils font, là. Mais sauf que souvent, c'est pas nécessairement des gars qui sont sur des beats, là. C'est plus... ceux qui ont un peu plus un pas de recul, qui ont plus de temps pour écrire, mais qui nous amènent ailleurs. C'est une parenthèse. Est-ce que Shea va avoir sa casquette des Prédateurs ou du Canadien? Il n'y a pas de casquette. Dans la renommée du hockey. Ah, d'accord. C'est leur jackstrap qui... Jackstrap. Comment dire? C'est plus anonyme. Arrêtez, on dit des niaiseries. Non, mais je voulais une anecdote là, du Temple de la Renommée. Ça enlève toute controverse inutile. L'histoire des casquettes au baseball, c'est ridicule. Là, vous le savez, hein, c'est hier que ça a été entériné. On en avait parlé. On en a parlé souvent là, de cette décision de la NCAA, donc le regroupement des universités américaines, de leur sport, de leur département sportif et de hockey, plus précisément, dans le cas qui nous intéresse, ce qui était dans l'air, là, d'ouvrir les portes aux joueurs de hockey, aux joueurs juniors du hockey canadien, portes qui étaient fermées avant parce que aussi farfelu que ça puisse vous sembler, les joueurs juniors canadiens étaient considérés comme des professionnels parce qu'ils reçoivent 20$. C'est pas ça. Là, 70. Je t'approche. J'étais pas loin. Et donc, c'est nouveau. On en a parlé. Ça a été entériné hier. Donc dès la saison prochaine, là, il va y avoir davantage de va-et-vient. Mais Martin, parlant de l'année prochaine, tu nous alertais sur quelque chose aussi dont on a déjà parlé, mais qui va se concrétiser au début de l'année prochaine. Soit ce recours collectif. Il y en a eu au Canada. Enfin, je vais te laisser, on va épiloguer, là, mais il y en a eu au Canada, puis ça n'a jamais rien donné. Mais aux États-Unis, il y a un recours collectif là, qui fait l'argument que, selon les lois anti-monopole, il y a tout un système qui est organisé pour, dans le fond, ne pas dédommager ou abuser un peu là, des hockeyeurs, des hockeyeurs juniors. Et je disais, il y a eu des recours semblables au Canada, mais au Canada, on a toujours fini par changer les normes du travail. Les normes du travail selon les provinces pour faire une exclusion. Je pense pas que ça va arriver aux États-Unis. Non, ça n'arrive pas. Et là, ça risque peut-être de, ça aussi,
venir s'ajouter à cette espèce de grosse... juste vent de changement. Là, c'est plus une que révolution. Ça, là, exactement. C'est ça. Alors, sur le changement de règles de la NCAA qui est survenu hier, on a déjà parlé de ça en long et en large, de tout ce que ça pourrait susciter comme changement. Fait qu'attardons-nous pas là-dessus. Et on sait que ça va provoquer le plus fort maillage de relations entre le hockey américain et canadien jamais vu. Il y a des hockeyeurs juniors qui vont franchir la frontière américaine pour venir jouer au Canada dans la Ligue canadienne. Et il y a beaucoup de hockeyeurs canadiens qui vont franchir la frontière de l'autre côté pour aller jouer dans des universités américaines. Là, ça, c'est révolutionnaire. C'est probablement le plus gros changement qui arrive dans le système de hockey nord-américain depuis les années 1940. Fait qu'on remonte à très, très loin. Et là, l'autre chose révolutionnaire qui s'en vient, qui a de très grosses chances de survenir, c'est ça, c'est relativement à ce recours collectif qui a été déposé devant la Cour fédérale de l'État de New York et qui dit que le hockey junior majeur canadien viole les lois anti-monopole américaines. Pourquoi? Parce que, premièrement, les 3 ligues junior majeures canadiennes se découpent des territoires. Ils disent, par exemple, Alexis Lafrenière, il y a quelques années, il était admissible au repêchage. Ben, il était inadmissible à jouer junior majeur. Il est venu au monde à Saint-Eustache, il a grandi au Québec. Fait qu'une équipe de Toronto ne pouvait pas venir le courtiser puis dire, ou une équipe de la Colombie-Britannique. Ouais. Et lui, il n'avait pas la liberté de dire je vais aller jouer n'importe où au Canada ou aux États-Unis parce qu'il y a des équipes américaines. Et une fois que c'est établi qu'il doit jouer au Québec, il est obligé d'aller jouer avec l'équipe qui va le repêcher dans un repêchage universel là, semblable à celui de la Ligue nationale de hockey. Et donc... Ça fait en sorte que la liberté de mouvement de ces jeunes hommes-là, qui ont 16 ans quand ils se font repêcher, il n'y en a pas de liberté de mouvement. Et aux États-Unis, les lois anti-monopole sont très claires là-dessus. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été rendues. Ça a été étudié. Les ligues professionnelles ont été défiées là-dessus et tout ça. Et les lois anti-monopole font en sorte que tu ne peux pas restreindre la liberté de mouvement des joueurs d'une ligue sportive si cette limitation-là n'est pas encadrée dans une convention collective. Si ce n'est pas négocié, dire « OK, tu vas restreindre ma liberté de mouvement, mais il faut que je sois compensé d'une façon quelconque pour ça. » Et les lois anti-monopole aux États-Unis sont extrêmement sévères. C'est au cœur même c'est le berceau du capitalisme. C'est la libre entreprise, la possibilité d'améliorer son sort, c'est au cœur même de la philosophie. Du rêve américain. Oui, du rêve américain. Absolument. Alors, ils niaisent pas avec ça. Il y a des pénalités substantielles, des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars des fois, quand ce sont des grosses entreprises qui sont visées en vertu de cette loi-là. Et je me souviens, j'ai interrogé 2 spécialistes de la loi anti-monopole, un professeur de l'Université de Montréal et un avocat québécois qui pratique aux États-Unis en matière de loi anti-monopole. Et les 2, après avoir lu la poursuite, m'ont dit que c'est pas frivole, ça. Là. Ils sont mieux, les ligues canadiennes sont mieux de prendre ça très au sérieux parce que ça va brasser. Et finalement... Et la Ligue nationale est visée là-dedans, parce que la Ligue nationale est présentée comme une co-conspiratrice là-dedans, parce que la Ligue nationale aussi restreint, avec l'aide des ligues juniors, restreint la liberté de mouvement des jeunes hockeyeurs. Tu ne peux pas quitter le hockey junior majeur avant d'avoir complété ton année de 19 ans comme joueur de hockey, à moins de graduer dans la Ligue nationale. Si tu as assez de talent pour aller jouer dans la Ligue américaine, à 19 ans, tu peux pas, tu es obligé de retourner dans le hockey junior. Et ceux qui ont lancé la demande de recours collectif, la contestation en vertu de la loi anti-monopole, disent la Ligue nationale se sert de cette règle-là pour ne pas avoir à payer des jeunes joueurs. C'est un paquet de jeunes joueurs qui sont placés sur des tablettes, en quelque part, on n'a pas besoin de payer, qui sont payés 60 $ ou 100 $ par semaine. Et donc, ça, les ligues junior majeures canadiennes et la Ligue nationale ont plaidé devant la juge qui entend la cause. C'est au Canada, ce sont des ligues canadiennes, vous n'avez pas juridiction pour entendre ça. Et la juge a dit non, on a juridiction et des équipes aux États-Unis.
Il y a des joueurs américains qui sont touchés par ça. Et ce qui est survenu hier, le changement de règle de la NCAA, renforce encore plus l'intérêt américain là-dedans parce que ça va toucher plus de joueurs américains. Et ça, il y a beaucoup de joueurs américains qui vont franchir la frontière et probablement qu'il y a beaucoup de concessions juniors majeures qui vont naître, qui vont s'établir aux États-Unis par la suite parce que ça va mener directement à l'NCAA. Il y a des promoteurs en Nouvelle-Angleterre ou ailleurs qui vont dire hey, on aimerait ça avoir une équipe, nous autres, dans notre coin. Alors, si ça arrive, la juge qui entend cette cause-là va déclarer tout simplement illégal le repêchage au hockey junior majeur canadien. Ça va vouloir dire que les joueurs vont être libres d'aller jouer où ils veulent. Un peu comme on le voit aux États-Unis au réseau américain, dans le réseau universitaire américain. Si tu es un bon joueur de hockey et qu'un entraîneur veut t'avoir dans son équipe, ils te font venir sur le campus, visiter. Regarde, toi, t'aimes ça, tu veux étudier en droit, viens voir notre faculté de droit. Puis justement, on a un joueur de notre équipe qui étudie en droit. Regarde, il va te raconter comment ça se passe. Voici le gym où tu vas t'entraîner. Voici nos facilités à l'aréna, le vestiaire de l'équipe. C'est toujours une opération de séduction. Voici comment on va t'encadrer. Et là, si ça se met à fonctionner comme ça au hockey junior, on s'entend, là, les remparts de Québec, puis ce phénomène-là existe au hockey universitaire, mais les remparts de Québec vont avoir un pouvoir d'attraction extrêmement fort comparé aux Dracars de Bécomo ou aux Titans d'Acadie Bathurst. Là. Et les meilleurs joueurs vont naturellement être attirés. C'est pas un hasard. On voit année après année que les hauts choix au repêchage au hockey universitaire américain fréquentent Boston College ou Boston University ou Wisconsin ou des endroits comme ça. Ouais. C'est parce que ils ont la réputation. Ils choisissent d'aller là. Ouais. Alors, ça va être... Si ça arrive, et il y a de fortes chances que ça arrive, c'est pas une poursuite frivole, ça va être l'année de la plus grande révolution dans l'histoire du hockey junior à laquelle on va avoir assisté, le changement de règles dans la NCAA et le fait qu'il n'y aura plus de repêchage au hockey junior majeur. Dans ce que tu décris, on peut voir facilement comment on pourrait assister à la naissance de plusieurs équipes juniors aux États-Unis. C'est clair. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite comme poursuite dans la mesure où, dans le fond, c'est les intérêts de ces entreprises-là. C'est un intérêt plus d'entreprise de pouvoir avoir accès à la main-d'œuvre. Parce que là, aller au front en disant il faut donner à ces jeunes-là la liberté de mouvement, etc., on a commencé la discussion en disant que l'entente entre la NCAA puis le junior canadien était basée sur le principe que la NCAA cessait d'identifier les joueurs juniors comme étant des professionnels. Exact. Alors, s'ils ne sont pas des professionnels, je trouve qu'après ça, de pouvoir dire « Ouais, mais là, ce sont des joueurs qui ont le droit à leur liberté de mouvement », c'est des kids de 16 ans. C'est ça. Donc, pourquoi on les soumettrait à un repêchage? Pourquoi on obligerait... Si toi, tu as un enfant de 16 ans qui grandit heureux sur la rive nord de Montréal, mettons, pourquoi quelqu'un arriverait de l'extérieur et dire, toi, la seule place où tu peux aller jouer au hockey, mon homme, là, c'est au Cap-Breton maintenant. Parce que parce qu'ils t'ont repêché. Non, mais moi, je veux bien, mais suivant cette logique-là, imagine le kid de 16 ans qui est né sur la rive nord, puis là, c'est pas le Cap-Breton, c'est Prince George, c'est Lethbridge, c'est dans la Ligue de l'Ouest. Tant qu'à ça, on va les mettre tous dans le même panier, tu sais, parce que puis on va voir tout le monde s'il n'y a aucun égard à la région d'où la personne où le jeune provient, puis que tout le monde a accès au même bassin de joueurs, bien, tout le monde va se mettre à se disputer les mêmes joueurs. Mais c'est le joueur qui va choisir où il va aller. Ce sera le choix du joueur, ce ne sera pas le choix de l'équipe. Ou encore, ces scénarios-là qu'on évoque vont provoquer des aménagements différents aussi. Là. Ça ne veut pas dire... Si jamais le repêchage était remis en question, il y aurait peut-être des négociations, il y aurait peut-être, je ne sais pas, d'autres aménagements qui font en sorte qu'on s'organise autrement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à l'aube de voir une très grande réorganisation là, de comment le développement des joueurs d'élite va se faire. Puis tu sais, la preuve que c'est possible, ça se fait au niveau universitaire américain. Là, si un jeune joueur de New York décide d'aller étudier à Arizona State, parce que lui a été visiter le campus, puis c'est là il trouve qu'il fait beau, il s'est bien entendu avec l'entraîneur, puis c'est là qu'il veut étudier, c'est là qu'il va jouer.
Moi, c'est là. Et ils ont un réseau compétitif, puis un championnat chaque année, et ça fonctionne. Mais moi, je pense que ça va provoquer, avec cet influx de joueurs américains qui va arriver là, à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être des concessions au Canada qui sont dans des régions éloignées qui ne pourront pas suivre. Et il y a des promoteurs qui vont être dans des centres d'intérêt beaucoup plus lucratifs pour le hockey junior. Si un promoteur de la région de Boston ou du Vermont dit hey, nous, on veut une équipe, on va avoir un aréna ultramoderne, puis on va remplir ça tous les jours. Ça va être difficile pour Bathurst ou pour peut-être Bécomo ou pour Val-d'Or de dire nous autres, on reste dans cette ligue-là. Fait que c'est un domino, c'est une cause déterminante. Moi, j'ai très, très, très hâte de Début de l'année, on a dit. Au mois de janvier. Début de l'année. C'est sûr que les Maniacs de Lewiston qui avaient fait patate à l'époque, si tu les replaces dans un contexte comme celui-là aujourd'hui, il y a bien des joueurs américains issus de la Nouvelle-Angleterre, du Massachusetts ou autres qui maintenant voudraient... C'est ça. Moi, j'irais jouer là. Si je suis pour aller jouer dans le junior en attendant de traverser à l'université, je vais aller jouer là. Si vous enlevez le nom de l'État dans le nom de l'équipe, là, parce que c'est un peu corny, je vais y aller. Les Foreurs de Foxborough, ça sonne bien. OK, hey, là, Jacques-Alexis m'a dit qu'il faudrait qu'on rappe. Puis je sais pas si vous le savez, là, mais en 7 ans, il m'a pas dit ça souvent. OK. Donc, il s'est acheté un cadran cette semaine. C'est bien. Et voilà, le nouveau propriétaire d'une montre. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, mon vieux. C'est toujours un plaisir, messieurs. Et Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Ça fut un grand bonheur. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin. Je m'appelle Alexandre. C'est pour sa patience. Un gars patient. Je m'appelle Alexandre Coupal-Passé. Un excellent week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.